pour les banques. Alors, ça vous montre un petit peu comment cette interdépendance aussi entre les banques et les pouvoirs publics, qui sont là pour garantir et pour empêcher finalement que le système bancaire ne s'écroule. Et on se demande pourquoi, en contrepartie, ils pourraient exiger justement d'avoir des contreparties. Ça voudrait dire, par exemple, pouvoir réguler un peu ce système qui échappe au contrôle. Alors, il y a des instances de régulation, je vais peut-être en parler si ça vous intéresse. On parle beaucoup du comité de Bâle, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est une instance qui a été créée dans les années 70 pour réguler, pour essayer de réguler le système bancaire et d'imposer des réglementations pour essayer de limiter un peu le pouvoir des banques, le pouvoir de ces grandes banques. Et bon, évidemment, c'est pas à la hauteur, hein. Il y a des tentatives, le lobby bancaire est tellement puissant, notamment auprès de l'Union européenne, de la Commission européenne, qu'il est extrêmement difficile de réformer les banques. Beaucoup ont essayé. Encore il y a peu de temps, un commissaire européen qui s'appelle Michel Barnier, qui n'est pas suspecté d'être ni au PS, ni encore moins au Front de Gauche, qui est à l'UMP, qui était commissaire européen, qui a essayé de proposer une réglementation un peu plus sévère pour les banques, et qui n'a pas réussi. Qui n'a pas réussi parce qu'il y a eu une levée de bouclier des lobbyistes et des grandes banques qui ont empêché que la Commission européenne prenne de mesures pour essayer de réguler un peu le système bancaire. Il y a une puissance de feu formidable des banques et des groupes bancaires au niveau international, hein, pas seulement en France, pour empêcher toute réglementation. Alors petit à petit, quand même, on arrive, parce que c'est quand même dans l'intérêt des États, d'arriver à réguler un petit peu ce système qui est complètement fou, mais bien au-delà de ce qu'il faudrait faire, bien en deçà plutôt de ce qu'il faudrait faire pour arriver véritablement à réguler le système et à empêcher cette vulnérabilité qui est due en grande partie au fait que ces groupes sont tellement importants, sont tellement grands. Il y a une expression en anglais qui dit too big to fail, trop grosse pour faire faillite. Trop gros pour faire faillite. Trop gros pour faire faillite, ces groupes bancaires sont tellement gros qu'ils ne peuvent pas faire faillite, sinon c'est un danger terrible pour toute l'économie mondiale. Donc voilà, c'est ça. Et puis alors on dit aussi, il y a certains qui ont détourné l'expression en disant too big to jail, trop gros pour aller en prison, trop gros pour être emprisonné, parce qu'ils ont évidemment, ils arrivent toujours à se défendre et à empêcher d'être véritablement poursuivis. En France, on n'a jamais vu un banquier en prison, hein, franchement. Ou alors il y a très longtemps, mais en tout cas moi quand j'ai fait ce livre, j'en ai pas entendu parler. C'est arrivé en Islande, figurez-vous. En Islande, le gouvernement a essayé un moment peu après la crise de 2008, a essayé de faire voter par les habitants, par les Islandais, un accord pour recapitaliser les banques qui avaient fait faillite. Et les citoyens islandais ont refusé, et non seulement ils ont refusé à une majorité vraiment très importante, et nous on ne nous a pas consultés en France, hein. On a recapitalisé les banques, on nous demandait notre avis en 2008. Mais les Islandais, on les a consultés, ils ont refusé. Non seulement ils ont refusé, mais il y a des banquiers qui ont été poursuivis. Il y a un Premier ministre qui a été même mis en cause parce qu'il n'avait pas pris les mesures suffisantes pour empêcher la crise. Et donc il y a quand même des pays, même ne serait-ce qu'en Allemagne, qu'on cite toujours comme exemple absolu, et en Allemagne, un banquier peut être poursuivi, y compris sur ses fonds propres, sur ses fonds personnels. Il peut être amené à rembourser, ça ne se voit pas souvent, hein, je vous dire, franchement. Mais en France, impossible. On ne peut pas l'imaginer, c'est vraiment impensable. Voilà, donc les banques sont des dangers publics. Il faut pas. Il y a un chapitre qui s'appelle d'ailleurs comme ça, qui s'appelle les banques françaises des dangers publics. La fragilité qui est due, cette fragilité due à son extrême concentration. C'est BNP, à nouveau je cite, mais c'est vrai que BNP c'est celle qui fait courir le plus gros risque par rapport à une faillite éventuelle. Il y a un autre aspect de l'activité des banques que j'ai seulement effleuré en parlant de l'activité de spéculation par rapport à l'économie réelle. C'est ce qu'on appelle toute activité sur la banque de l'ombre. On dit en anglais, on dit le shadow banking. C'est la banque de l'ombre, ça veut dire toutes les opérations qui sont uniquement financières, c'est l'argent qui fait de l'argent, et uniquement ça. Hein. Et donc l'activité des banques sur les opérations hors bilan, on appelle ça comme ça, hors bilan, c'est notamment tous ces contrats de produits dérivés. Eh bien, alors là, c'est encore beaucoup plus important pour vous donner une idée, c'est 46 fois le PIB français.
français. Les opérations hors bilan des 4 grandes banques françaises, 46 fois le PIB français. Ça veut dire que c'est toute cette activité spéculative sur les marchés financiers qui participe uniquement de l'argent qui fait de l'argent à une vitesse de plus en plus phénoménale, puisque aujourd'hui on parle du trading à haute fréquence, hein, je ne sais plus comment on dit en anglais, enfin c'est des actions, des opérations qui sont passées à la nanoseconde. Et donc les banques et les gros investisseurs financiers gagnent de l'argent en passant des ordres comme ça, très 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 rapidement, grâce à des algorithmes mathématiques extrêmement puissants, à la vitesse de la nanoseconde, enfin d'un clin d'œil, quoi. Donc, avec des montants très importants, et comme ils investissent sur des grosses sommes, même si le différentiel est très petit, ils arrivent à gagner de l'argent dans des proportions très importantes. Ça, c'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Et bien ça, c'est typiquement des opérations du marché de Londres, hein, des marchés financiers de Londres, le shadow banking, et les banques. C'est maintenant l'activité principale des banques. Hein. Toutes ces opérations hors bilan, c'est les activités principales des banques, parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable, tout simplement. C'est la recherche du profit. Hein. Il n'y a pas d'explication plus compliquée que celle-là. Je parlais tout à l'heure des instances de régulation. Et bien sachez que, par exemple, les fameux comités de Bâle qui s'attellent à essayer de réguler petit à petit l'activité des banques, a réussi à imposer qu'à l'horizon 2018, donc seulement dans 2 ans, parce que bon, on prend des mesures, mais enfin le plus loin possible, les banques seront obligées d'avoir 8% de fonds propres. Aujourd'hui, elles ont moins de 5% de fonds propres. C'est fou, hein, penser ça. C'est-à-dire qu'elles travaillent sur l'argent qui n'est pas le leur. Tout cet argent, ben, c'est le nôtre. Simplement, c'est le nôtre, c'est celui des entreprises, etc. Les banques aujourd'hui ont moins de 5% de fonds propres. Les 4 grands groupes dont j'ai parlé toujours. Hein. Et d'autres d'ailleurs, parce que je dis, là je vois dans mon papier, c'est 76 banques européennes, donc c'est bien au-delà des 4 grands groupes. Alors des réformes bancaires minimalistes, c'est vrai que jusqu'ici on n'a pas réussi véritablement, c'est le titre du chapitre suivant, à imposer des réformes qui soient suffisamment contraignantes pour les banques. Malgré toutes les grandes déclarations d'intention des G20, on annonce que, vous vous souvenez peut-être que sous Sarkozy, on avait annoncé qu'il n'y avait plus de paradis fiscaux. Ah, c'est génial. Tout d'un coup, il n'y avait plus de paradis fiscaux. N'importe quoi, évidemment. Les paradis fiscaux, il y en a encore et ils existent bien. Mais voilà, alors des réformes, comme j'explique, le lobby bancaire est tellement puissant qu'il essaye à chaque fois de minimiser les réformes, mais il y a surtout toujours ce chantage à l'écoulement du système bancaire qui fait que les pouvoirs publics sont très, très, très frileux dans les réformes qui sont proposées, et notamment en France, puisque vous savez que un des grands combats de la taxe, c'est cette fameuse TTF, taxation des transactions financières, et on n'est pas arrivé encore. Hein. On pourrait peut-être, au conditionnel, arriver peut-être, grâce peut-être, au fait qu'il faut trouver de l'argent pour lutter contre la crise climatique. Hein. Vous savez que les États se sont engagés à la COP21 à trouver les fonds nécessaires pour aider les pays du Sud à lutter contre la crise de réchauffement climatique. Et il faut trouver dans l'immédiat assez rapidement 100 milliards de dollars. Et bien peut-être qu'à la faveur de cette somme à trouver, on arrivera enfin à obtenir que cette taxation des transactions financières, qui permettrait de mettre, comme on disait à l'époque, un grain de sable dans les rouages des marchés financiers, permettrait un peu de limiter la spéculation qui est dans des proportions aujourd'hui tellement importantes. Alors le chapitre suivant, c'est sur l'innovation financière. Le titre, c'est l'innovation financière, arme de destruction massive. Bon, c'est évidemment un titre un peu humoristique. C'est juste pour dire que les banques font assaut d'imagination pour créer des produits financiers toujours plus sophistiqués, grâce notamment à des algorithmes financiers, à des algorithmes très complexes, en utilisant la puissance des ordinateurs aujourd'hui, en recrutant ce que j'appelle moi des têtes d'œufs, des polytechniciens, des mathématiciens, sortis des grandes écoles qui vont mettre au point des algorithmes pour créer des marchés financiers extrêmement sophistiqués, des produits financiers extrêmement sophistiqués. Donc là, il y a une innovation, une puissante innovation absolument phénoménale pour contourner notamment la réglementation, puisqu'il y en a quand même un petit peu, donc essayer de contourner et inventer toujours des produits plus complexes, plus sophistiqués pour échapper à la
appelle les produits dérivés. Il y a un chapitre suivant qui est important parce que les banques sont un acteur important de la spéculation sur la faim dans le monde. Hein. Vous savez que les banques spéculent beaucoup sur les matières premières, notamment sur le blé. Il y a maintenant aux États-Unis, il y a un marché des matières premières à Chicago. C'est une bourse des matières premières agricoles, comme le blé, et qui est un produit financier aujourd'hui. Et donc il y a une spéculation de plus en plus importante sur ce qui est au fond, quelqu'un comme Jean Ziegler, dont vous avez dû entendre parler, qui depuis toujours poursuit les banques suisses et a fait partie du comité des Nations Unies sur les droits de l'homme, parle d'un crime contre l'humanité, hein, véritablement. Quand on commence à spéculer sur le blé, sur ce qui fait la nourriture de base des populations dans le monde, c'est quand même assez scandaleux. Et bien là, il faut savoir que les banques sont des acteurs très actifs de la spéculation sur les denrées de première nécessité, comme le blé notamment. On assiste aussi aujourd'hui au développement de produits financiers sur la nature. On a créé par exemple, les banques ont créé ce qu'on appelle des obligations sur les catastrophes naturelles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un autre scandale absolument fou. C'est-à-dire que maintenant, on peut spéculer, quand on est un investisseur institutionnel ou autre, on peut spéculer sur la survenue ou non d'une catastrophe naturelle. Et on peut gagner de l'argent avec ça. On peut aussi spéculer sur la disparition de la biodiversité. Il y a eu un film qui est passé sur Arte, moi je l'avais vu sur Arte à l'époque, qui s'appelait Financiarisation de la nature, non c'était pas ça, c'était, j'ai oublié le titre, c'était un excellent film qui montrait qu'aux États-Unis par exemple, il y a déjà 400 biobanques, des banques spécialisées sur la biodiversité et sur la financiarisation de la nature. On peut maintenant spéculer, il y a des produits financiers qui ont été créés, on convertit par exemple, on peut convertir un animal ou une plante qui est en voie d'extinction, de disparition, en actions. Alors on achète des actions de la fourmi, je ne sais pas quoi, de la tortue, etc. Et puis on les échange sur les marchés spécialisés, ça se revend, ça s'achète, etc. Donc il y a une spéculation, alors plus c'est rare et plus c'est en voie d'extinction, plus ça prend de la valeur, etc. Enfin, vous voyez. Et puis il y a les économistes mondiaux qui se sont spécialisés là-dessus, dont un très connu, et qui estime que si on donnait de la valeur à tous les plantes, les animaux dans le monde, on sauverait la nature. Ce serait la manière d'éviter leur disparition. Donc donner une valeur à toute chose, y compris à la nature. C'est le principe de la spéculation sur la biodiversité. Il y a un chapitre aussi sur, peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, c'est les emprunts, ce qu'on appelle les emprunts toxiques. Il y a un certain nombre de municipalités et d'hôpitaux, d'organismes publics qui se sont endettés, qui se sont fait avoir tout simplement, qui ont pris des emprunts indexés sur le franc suisse, sur le yen, etc. Et puis, on leur avait promis, il y a une banque spécialisée là-dessus, c'est Dexia, vous avez entendu parler de Dexia, qui a fait faillite d'ailleurs, et qui a été recapitalisée par le contribuable, français et belge, et qui était une banque qui était spécialisée pour les collectivités territoriales. Et il y a un certain nombre de municipalités, en France notamment, qui se sont endettées et qui se sont retrouvées, une fois que le produit à taux variable, indexé par exemple sur le franc suisse, évidemment a pris, les intérêts ont augmenté, donc ils se sont retrouvés endettés avec 10-15% d'intérêt, enfin des sommes absolument importantes. Et il y a un certain nombre de collectivités qui ont porté plainte. Alors les procès sont en cours, et donc on espère que ces villes vont aller jusqu'au bout. Il y a des hôpitaux qui sont très 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 lourdement endettés en ayant pris des emprunts qu'on a appelés donc des emprunts toxiques. Voilà. Il y a un chapitre également sur le trading à haute fréquence, mais comme je viens d'en dire deux mots, c'est pas la peine que je développe plus, sur la façon dont les banques ne financent pratiquement plus l'économie réelle, ou très peu. Un chiffre pour vous donner une idée, entre 2000 et 2008, le PIB de l'Union européenne a augmenté de 12%, et la taille du système bancaire européen a augmenté de 90%. Voilà. Donc vous voyez la disproportion entre l'augmentation du PIB, c'est-à-dire un indice qui représente, qui traduit un peu la santé de l'économie réelle, et puis la taille des groupes bancaires, 90% en espace
en l'espace de 8 ans. C'est absolument colossal. Aujourd'hui, 10% des actifs des banques en moyenne sont consacrés au crédit aux entreprises. Seulement 10%. 15% pour les crédits aux ménages. C'est-à-dire, au fond, un quart seulement des actifs des banques. Donc, un quart seulement, 25%. 75%, c'est encore plus que ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je ne m'étais pas basé sur les chiffres pour vous dire que c'était l'activité sur les marchés financiers est plus importante. C'est 75% contre 25% pour l'économie réelle, 10% pour les entreprises, 15% pour les ménages. Il y a un chapitre dont je me suis occupée personnellement sur la banque du quotidien, la banque de détail, c'est-à-dire la banque des particuliers, la banque de vous et moi, qui est finalement la vache à lait du système bancaire, hein, puisque il faut savoir que le marché des particuliers est un marché captif pour les banques. On entend par marché captif un marché qu'elles sont de façon obligée. C'est-à-dire que le code monétaire impose que dès qu'on a un salaire de 1 500 € par mois, on est obligé d'avoir un compte en banque. Alors évidemment, dans la réalité, je pense que un salaire de 1 500 € par mois, c'est quand même pas énorme, hein, c'est à peine plus que le SMIC, donc on est obligé d'avoir un compte en banque. Donc c'est un marché captif. Il faut avoir un compte en banque. Bon, évidemment, garder son argent en liquide sous son matelas, aujourd'hui, ça se fait plus beaucoup. Mais c'est une obligation. C'est une obligation, on est en infraction si on ne le fait pas. Par ailleurs, on sait très bien que pour payer son loyer, son électricité, son téléphone, c'est quand même plus simple d'avoir un compte en banque. Mais disons que c'est pour montrer combien les banques n'ont même pas besoin de courir après, puisque c'est une obligation. À l'heure où on parle de la concurrence dans tous les domaines, eh bien, le système bancaire, il a cette chance d'échapper complètement. C'est une concurrence en fait, hein, bien sûr, les banques. Ça date de quand? L'obligation d'avoir 1 500 € de compte chèque, je ne peux pas vous dire ça. Je peux pas vous dire, ça fait assez longtemps. Hein, c'est depuis les années 70. Oui, oui. C'est-à-dire que le montant a augmenté, 1 500, oui c'est ça, je dirais à peu près les années 70. C'est une obligation. Donc c'est la moitié de la population salariée. Hein. 1 500 c'est un salaire moyen, donc c'est la moitié de la population. Autre chose, quand je dis que c'est un marché captif, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de changer de banque, c'est une vraie galère. Hein. Moi j'ai changé plusieurs fois, parce que à chaque fois je râle, donc je change. Mais c'est galère, parce qu'il y a toujours un temps de latence, si on a des virements, des prélèvements, c'est emmerdant, quoi. Franchement, eh bien, la banque échappe dans la téléphonie, vous pouvez partir d'un opérateur avec vous gardez votre numéro. Ben, dans les banques, vous ne pouvez pas garder votre numéro de compte, par exemple. Ça aussi, c'est un autre scandale. C'est montrer combien cet univers est protégé. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit que dans tous les domaines de la consommation, c'est la concurrence, le droit à la concurrence qui prédomine, sous l'impulsion de la Commission européenne et de Bruxelles, avec l'assentiment des États, bien entendu. Eh bien, dans le domaine bancaire, on échappe encore. Alors, il paraît que peut-être on arrivera à ce qu'un jour, on puisse garder son numéro de compte en banque en changeant de banque. Comme on le fait pour le téléphone, exactement. Mais pour les banques, pour le moment, ça ne se fait pas. Ça se fait dans de nombreux pays, hein, notamment dans plusieurs pays scandinaves. Quand vous quittez une banque, vous gardez votre numéro de compte. C'est quand même un peu plus simple. Ça vous évite justement d'avoir tous ces problèmes de latence entre l'ancien compte et le nouveau compte. Bon, il y a tout un tas de... Je ne vais peut-être pas rester longtemps sur le sujet, mais sachez par exemple qu'on vient d'annoncer encore récemment, c'est tout récent, je crois que ça date d'hier ou avant-hier, que ce qu'on appelle les frais de tenue de compte vont augmenter pour l'année 2016, hein, au 1er janvier. Donc c'est fait, voilà. C'est déjà fait, donc la plupart des banques ont déjà mis en œuvre cette augmentation. Les frais de tenue de compte, bon, ben voilà, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais enfin... Voilà, aujourd'hui dans les banques, on vous vend des packages, ce qu'on appelle des packages, hein, des ensembles de services dont ces fameux frais de tenue de compte font partie, et on ne sait pas trop ce que ça... Alors il faut absolument aller voir tout ça de près. Hein. Moi je vous incite à regarder de près. Ce n'est pas votre conseiller, votre guichetier qui est responsable, bien entendu, le pauvre, c'est pas eux qui sont... C'est au niveau de la direction que ça se passe. Mais il faut être très très vigilant, parce que parfois on vous vend des services qui ne correspondent strictement à rien. Et en plus, les brochures sont illisibles, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner, à demander pourquoi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, et pourquoi vous m'avez prélevé ci et ça, etc. Et ce qui est scandaleux dans le système des frais de tenue de compte, et surtout des commissions, ce qu'on appelle les commissions
d'intervention quand il y a un dépassement, quand il y a un découvert, etc., c'est que ça affecte à nouveau les plus vulnérables, parce que c'est ceux qui ont peu d'argent sur leur compte, qui sont souvent en découvert, et puis alors il y a des frais sur frais, et comme ça on arrive à ce que des gens qui sont en RSA finissent par se faire prélever des 100 ou 200 euros par mois, ce qui est énorme pour eux évidemment, donc c'est absolument scandaleux. C'est que les banques jouent justement avec la vulnérabilité des clients les plus vulnérables. Et ça, c'est quand même assez effrayant. Et puis, il y a d'autres scandales. Par exemple, quand vous avez on s'est aperçu, ça c'est les associations de consommateurs qui sont très, très actives là-dessus. Moi, j'ai beaucoup rencontré les responsables d'associations de consommateurs. Ils ont beaucoup d'informations et ils connaissent un peu tous ces abus, tous ces scandales. Il y a par exemple, quand une personne décède, les banques ne se donnent aucun mal, je peux vous dire, pour rechercher les ayants droit. S'il y a une assurance vie, s'il y a de l'argent sur les comptes, etc. Si on ne fait pas la démarche, on ne récupérera. C'est des sommes très importantes. Par exemple, en 2013, les contrats d'assurance vie en déshérence, donc qui n'ont pas été réclamés par les ayants droit, des descendants, c'était 4 milliards d'euros en France. C'était énorme. C'est des très grosses sommes. Il y a eu une arnaque, par exemple, sur les assurances emprunteurs. Vous savez, quand vous empruntez, quand vous faites un crédit, vous faites votre banque, vous pouvez choisir votre assurance. Ça, votre conseiller bancaire vous dira pas. Il vous vendra l'assurance de sa propre banque, évidemment. Mais vous pouvez très bien mettre en concurrence votre propre assurance, si vous êtes assuré ailleurs, ou l'assurance d'une autre banque, etc. Vous pouvez jouer justement sur les différentiels. Il ne faut pas hésiter. Alors, ça prend du temps. Il faut avoir du temps à passer. Mais il n'y a aucune raison de se faire arnaquer sur l'assurance la plus chère qui vous sera vendue avec beaucoup d'insistance par votre propre conseiller. Alors, le chapitre suivant, c'est sur l'évasion fiscale. Donc là, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas forcément rester très longtemps. Donc 60 milliards d'euros, c'est le montant de l'évasion fiscale en France. Aujourd'hui, on considère qu'il y a encore une vingtaine d'États dits non coopératifs. C'est la définition du paradis fiscal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord de coopération avec les États, notamment en Europe. Et bien pour la France ne recensait que 8 territoires, je vais vous les énumérer parce que c'est à mourir de rire, le Botswana, Brunei, le Guatemala, les îles Marshall, les îles Vierges britanniques, Montserrat, Nauru en Océanie et Niue en Océanie. Voilà, ce sont les 8 paradis fiscaux identifiés par l'État français. On ne parle pas des îles Caïmans, on ne parle pas de Jersey-Guernsey, on ne parle pas de Luxembourg, on ne parle pas de la City de Londres, qui est le premier paradis fiscal européen, du Luxembourg, etc. Non, c'est des États dits non coopératifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas signé des accords de coopération. Voilà, donc on suppose que les autres ont fait. Mais ça n'empêche qu'ils sont toujours des paradis fiscaux, et donc attaquent parmi ces cibles, vous savez, à la BNP, et continue à avoir la BNP, avec cette action qui a été menée sur les faucheurs-fauchettes, vous êtes au courant de tout ça bien sûr, pour exiger que la BNP ferme ses paradis fiscaux dans les îles Caïmans. La BNP a des filiales dans 170 paradis fiscaux aujourd'hui. Donc c'est considérable. C'est toute cette finance de l'ombre qui se réfugie dans les paradis fiscaux et qui n'est donc pas, c'est tout ça, c'est évidemment un manque à gagner pour le trésor public et dans les ressources des États. On entend beaucoup un discours très général des États, en particulier des États français, disant qu'on dépense trop, qu'il faudrait avoir la gestion de faire une famille, qu'il faut faire des économies, mais on entend très peu dire que c'est les ressources qu'il faut augmenter. C'est ça aussi l'injustice flagrante de la façon dont fonctionne le gouvernement aujourd'hui en France, c'est qu'on nous dit qu'il faut réduire les dépenses, mais on ne dit pas qu'il faut augmenter les ressources. Or, pour augmenter les ressources, taxons l'évasion fiscale, c'est une des premières ressources qui pourraient être taxées. Voilà. Créer une société offshore, c'est, paraît-il, d'une simplicité absolument confondante. Ça se fait sur Internet, c'est très, très simple. Donc, pratiquement n'importe qui, nous on a un fait intérêt, mais n'importe qui peut créer une société dans un paradis fiscal, c'est pas plus compliqué. Et il y a beaucoup qui s'en privent pas. Voilà, la fiscalité, j'en ai parlé, donc je ne vais pas y revenir. Les délits bancaires, oui, moi je me suis beaucoup attelée à la partie d'enquête dans le livre qui concerne l'impunité des banquiers et des banques. Et je peux vous dire que tous les magistrats que j'ai rencontré des anciens magistrats du pôle financier, ceux qui sont dans l'activité, ils ont un devoir de réserve, donc c'est pas si facile de les rencontrer. Mais j'ai rencontré l'ancien juge financier, j'ai rencontré des douaniers qui travaillent sur la
des brigades, des policiers des brigades financières. Et tous ces gens-là m'ont dit, mais on n'est pas équipés pour lutter contre tout ça. C'est pas possible, on n'a pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, tout ça se passe par l'informatique, à des vitesses absolument phénoménales. L'argent part on voit bien dans les quelques cas qui ont occupé l'actualité, la HSBC, UBS, ça passe par la Suisse, puis ça part à Hong Kong, puis ça revient à ceci, cela. C'est des mouvements qui se font à la vitesse de l'ordinateur, donc c'est pour tracer, on peut tracer ces mouvements, bien sûr qu'on peut le faire. Seulement ça prend longtemps, il faut des moyens. Il faut savoir que sous Sarkozy, on a réduit les effectifs, non seulement de magistrats, mais de policiers et de douaniers qui travaillent sur la finance. Donc voilà, il y a pas, les magistrats que j'ai rencontrés, moi, m'ont dit, nous, on arrive parfois à poursuivre des fraudeurs et des délits importants dans le domaine financier. Seulement, ça demande des moyens considérables, il faut du temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour ça. Il faut des enquêteurs, on ne les a pas, on n'a pas les équipes pour le faire. Donc, c'est extrêmement difficile. Et en plus de ça, quand il y a vraiment un délit important et qu'on en entend parler dans la presse, parce que heureusement, les journalistes et les lanceurs d'alerte, très important, les lanceurs d'alerte font un boulot formidable. Quand on entend parler que ça sort dans la presse, comme le scandale HSBC ou encore UBS, c'était UBS France qui facilitait l'évasion fiscale vers UBS Suisse, et puis après ça partit vers les paradis fiscaux. Eh bien, ce sont des salariés d'UBS France qui ont dénoncé, qui ont, au bout d'un moment, qui ont eu un conflit moral par rapport à ce qu'on leur demandait de faire. C'est ce qui passait avec HSBC et d'autres grands scandales. C'est comme ça qu'on l'a appris, hein. Qu'ils ont fini par dénoncer. Eh bien, c'est eux qui sont poursuivis. C'est pas les banques, c'est eux qui sont poursuivis. C'est quand même absolument scandaleux. Ils perdent leur emploi et ils sont poursuivis. Or, il faudrait évidemment les protéger parce que ces gens-là font un boulot vraiment indispensable. Et donc, voilà, tous ces systèmes d'évasion fiscale sont parfaitement rodés et font partie du système aujourd'hui. La puissance de feu du lobby bancaire, j'en ai parlé très très rapidement, en disant par exemple qu'il y a 1700 lobbyistes des banques au niveau européen, 1700 lobbyistes bancaires au niveau européen. Vous savez, c'est des gens qui font un travail absolument, qui passent leur temps, ils sont très bien payés, donc ils passent beaucoup de temps à essayer de convaincre les députés européens, les fonctionnaires de la Commission, qu'il ne faut pas réguler les banques, qu'il ne faut pas réglementer, etc. Ils sont extrêmement présents. Quelqu'un comme Michel Barnier a dit, moi, je vais fermer ma porte aux lobbyistes parce que j'en pouvais plus, je ne les supportais plus. Eh bien, ils sont entrés par la fenêtre par les États, via les États. Parce que les États prennent en charge les soucis de leur fleuron, de leur banque nationale, comme l'État français s'attelle à défendre la BNP. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, j'ai évoqué un petit peu, c'est que les grandes fraudes se négocient à Bercy. Ça veut dire que tout ça se passe dans l'opacité totale, on ne sait pas ce qui se passe, mais finalement ils finissent par être sanctionnés. Donc généralement, moins que ce qui est prévu, ce qu'ils auraient dû payer s'ils avaient vraiment déclaré en temps et en heure leurs bénéfices, leurs profits. Mais voilà, ça se règle dans le bureau du ministre. Hein. C'est l'affaire Tapie, en gros. Hein. Bon, c'est pas la peine, c'est pour 400 millions qui sont quand même de l'argent du contribuable, hein, qui ont été donnés à Bernard Tapie. Tout ça s'est réglé entre Sarkozy et Lagarde, dans les cabinets des ministres, et pas du tout, et à la limite, le fisc n'avait rien à dire. Hein. Je pense qu'il y a quelques fonctionnaires du Trésor public qui ont pu protester, mais on les écoute pas, on les a pas entendus à cette époque-là. J'ai évoqué très très vite, je ne sais pas où j'en suis là, vous me dites, voilà, le corps d'inspection des finances, c'est très important parce que c'est les gros pourvoyeurs de banquiers, le corps d'inspecteur des finances, c'est un corps qui est très solidaire et qui justement passe d'un univers du privé au public et vice-versa. On retrouve très souvent des gens qui sont sortis de l'inspection des finances. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ma conclusion. Bon, si on veut être radical, on dit qu'il faut socialiser le système bancaire. Ça veut dire revenir à un système qui soit nationalisé. Hein. Ça a été le cas. Hein. Les banques n'ont pas toujours été privées. Après la libération, les banques étaient nationales. Donc il faudrait socialiser le système bancaire, ou au minimum créer un pôle bancaire public, bien sûr, où on pourrait donc, qui échapperait complètement au système privé, et qui ne serait pas habilité à travailler avec les marchés financiers. C'est ça qui est catastrophique. Donc ça, évidemment, ça serait la conclusion la
plus radicale, la solution la plus radicale pour maîtriser, pour réguler le système bancaire, bon, il y a évidemment d'autres choses à faire. Déjà, si on arrivait à séparer les activités des banques entre ce qui est purement spéculatif, c'est-à-dire les banques d'investissement et les banques privées, des banques de dépôt et de crédit, c'est-à-dire l'activité courante de prêt et de dépôt, si on arrive à séparer ces deux univers, déjà, ce serait une réforme extraordinaire. Ça ne s'est jamais fait. En tout cas, on nous a dit que c'était ça en 2013 quand il y a eu cette petite réforme, mais qui n'a affecté, au dire même du patron de la Société Générale, Frédéric Oudéa, 1% de l'activité des banques, donc c'est très peu, qui a été filialisé et qui a échappé à l'activité d'investissement. Donc c'est très très peu. Mettre fin aux pratiques d'incitation à l'évasion fiscale, ça paraît une mesure de bon sens, ça c'est évidemment une chose à faire. Plafonner les revenus des traders et des dirigeants bancaires, là-dessus, vous savez, c'est même pas la peine que j'en parle parce que c'est des rémunérations absolument dingues sur les traders et les dirigeants bancaires. Mettre fin au conflit d'intérêts, ça veut dire déjà et faire en sorte qu'il y ait cette fameuse commission de déontologie qui existe, paraît-il, qui devrait veiller à ce que des dirigeants bancaires ne puissent pas venir polluer la haute fonction publique et vice-versa. Bon, si elle faisait son travail, ça empêcherait finalement revient à des conflits d'intérêts. Des sanctions pénales à l'encontre des dirigeants bancaires s'il y a des fraudes et des abus. Renforcer les effectifs de juges, de policiers, de douaniers, j'en ai parlé. Réformer la gouvernance des banques. Développer les banques éthiques. Alors peut-être là il y aura des questions parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Quid des banques coopératives, des banques éthiques, est-ce que c'est une alternative? La taxation des transactions financières, je ne reviens pas parce que ça c'est tellement un combat d'attaque que je suppose que vous êtes au courant. Et puis surtout, protéger les lanceurs d'alerte, faire que les mouvements de citoyens comme ATTAC fassent pression pour obtenir que les banques soient un peu plus surveillées et qu'il y ait vraiment une activité de vigilance. Ça existe, il y a des associations qui le font, ATTAC le fait en partie aussi. Mais voilà, c'est l'opinion, les mouvements citoyens, les actions un peu spectaculaires comme celle des faucheurs de chaises. Petit à petit, dans l'opinion, ça fait du bruit, on en parle et ça peut un peu rendre l'opinion et le public conscient de tous ces abus. Voilà, on arrête là. Excusez, j'étais un peu long. Non, au contraire, ça va. Ça nous laisse une heure de débat, sans problème. Donc merci pour cette intervention très riche et très instructive et qui va susciter beaucoup de débats. Je vais essayer disons, de regrouper les grands thèmes qui ont été débattus de façon peut-être à organiser les interventions. Je crois que le premier problème qui a été soulevé, c'est celui de la concentration, puisqu'elle vient de nous signaler qu'il y a 4 ou 5 grandes banques qui couvrent 80% des activités bancaires dans le pays et qui constituent donc l'essentiel de l'économie bancaire en France. Mais ce système de concentration est également visible dans tous les pays riches et puissants et développés. Et se pose un problème politique, c'est que chacune des grandes puissances est fière d'avoir des banques importantes au plan mondial. Et le gouvernement français, comme le peuple français, ça c'est clair que tout le monde est heureux que parmi les très grandes banques mondiales, les banques françaises sont très bien placées. Il faut qu'on soit conscient de la chose. Et c'est ce qui explique d'ailleurs un autre problème, c'est le problème de décentralisation, de représentation de ces banques un peu partout dans le monde, avec des agences, avec des filiales, avec des représentations quasiment dans tous les pays du monde. Pas seulement dans les pays dominés comme l'Afrique où il y a le franc CFA, qui lui-même constitue une nébuleuse extraordinaire dont on ne parle pas d'ailleurs, ce qui peut se passer dans ces pays africains. Personne n'a le droit de regard, sauf le Trésor et la Banque de France, s'il y a un dysfonctionnement quelconque. Au sujet des mélanges de genre, le passage de la haute fonction publique vers le secteur privé des banques et vice-versa est un problème extrêmement important et qui explique que tout est fait de façon à ce que dès qu'il y a un problème au niveau d'une banque, il y a des relations humaines entre les anciens, les nouveaux, ceux qui sont importants et ceux qui le sont moins,
de façon à ce que les problèmes soient traités de la façon la plus discrète possible aux yeux et des médias et de la population, et aussi dans l'intérêt de ces banques qui ont une tendance à la privatisation, une tendance lourde. J'ai entendu parler avec plaisir de ce pôle bancaire public qui serait intéressant de faire pour faire la compensation. La réalité est que la tendance lourde est à la privatisation. Tout ce qui est maintenant transformation des banques, comme il a été signalé, la caisse d'épargne avec la Banque populaire, c'est simplement pour faire un ensemble important et changer de statut et petit à petit avoir des actionnaires et se privatiser progressivement. La déspécialisation, donc c'est à mon avis le problème le plus important, c'est-à-dire qu'avant il y avait des banques qui étaient des banques de dépôt et qui n'avaient pas vocation à faire de la spéculation, et maintenant les banques ont la possibilité de faire tout ce qu'elles veulent. Ce n'est pas seulement de faire de la spéculation, mais elles sont dans toutes les activités possibles et imaginables. On a parlé d'investissement ou d'actionnariat dans les matières premières ou dans l'alimentaire, etc. Mais on sait très bien que maintenant les banques et assurances sont confondues, c'est-à-dire que les assurances font banque et les banques font assurance, mais vous serez étonné de savoir qu'elles investissent dans la presse. Il y a comme le Crédit Mutuel, et il a quasiment tous les organes de presse régionaux, notamment à l'Est et au Nord, et ces banques sont dans l'immobilier, elles sont dans le transport, elles sont dans la communication, elles sont dans le téléphone, elles sont partout présentes. Et c'est à croire que bientôt, ce sont elles qui seront responsables et qui couvriront toutes les activités humaines avec des phénomènes de marchandisation des relations humaines. Un dernier point, c'est la liberté d'action qui est donnée à ces opérateurs avec la grande puissance et qui font qu'elles peuvent se mettre de connivence et imposer tout ce qu'elles veulent dans des ententes licites ou illicites, transparentes ou non transparentes, comme l'histoire qui a été soulevée, c'est-à-dire la dernière histoire, c'est de vouloir taxer les ouvertures de compte. Et vous verrez très rapidement que toutes les banques demandent à peu près la même chose. Ce qui veut dire qu'il y a une entente entre elles pour imposer, pour se couvrir mutuellement et ne pas se faire concurrence, alors qu'elles sont censées faire de la concurrence. Voilà, on ouvre le débat. Tout est permis dans tous les domaines. Vous avez parlé de pas mal de choses, y compris des banques éthiques à mettre en place éventuellement, etc. On prend les questions. J'aurais voulu savoir, vous nous expliquer l'histoire de l'amendement qui a été donné. D'abord, qu'est-ce que c'était exactement, parce que moi, je n'ai pas compris grand-chose. Et par ailleurs, quelle est la magouille qui a permis que ce soit terrible. Je voudrais pas vous faire un petit peu. Oui. Alors, cet amendement, d'après ce que j'ai compris, c'est un amendement qui visait à ce que les grandes entreprises puissent à ce qu'il y ait de la transparence sur l'information concernant les grandes entreprises, notamment sur leurs bénéfices. Et l'amendement était en voie d'être adopté à l'Assemblée nationale dans une fameuse séance de je ne sais plus quelle date, il n'y a pas très longtemps de ça. Il a été adopté. Voilà, et après il a été retiré. Et le gouvernement Alors, voilà, le gouvernement a réveillé à 1h30 du matin un certain nombre de députés qui puissent rejoindre l'Assemblée nationale virtuellement ou en tout cas voter. Et donc il y a eu un certain nombre de députés qui ont retourné leur veste et qui ont voté contre cet amendement, mais en catastrophe. Je vous dis, ça s'est passé à 1h30 du matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il n'y avait plus grand monde dans l'hémicycle. Ça a été une manipulation absolument incroyable pour éviter donc que les grandes entreprises, notamment les multinationales exerçant sur le territoire français, soient obligées de rendre transparente, c'est ce qu'on a appelé un amendement sur la transparence financière de l'activité des grandes entreprises. Et ça a été donc, l'amendement a été rejeté, alors qu'il était vraiment en voie d'être adopté. Déjà, les associations qui ont milité, comme Oxfam ou d'autres, depuis très longtemps, pour obtenir cette transparence financière, étaient en train de commencer à saper le champagne et tout. Je vous dis, à ce point-là, ça a été vraiment une manipulation de dernière minute pour empêcher que ce soit voté. Mais on peut savoir c'est le gouvernement, hein. Oui, on peut savoir aussi quels sont les députés qui ont voté. On le sait, on peut le savoir, il suffit d'aller sur Internet, absolument. Mais il y a les noms. Ce serait, c'est qu'auprès de les gens qui peuvent poser des questions s'annoncent, vu qu'il y a plus de 3 quarts d'heure d'occupation de la salle,
D'accord. Oui. Tous ceux qui Est-ce veulent que vous pouvez intervenir. lever la main, celle qui veut Marie-Claude, tu t'inscris? Non, 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 je propose juste. D'accord. Alors, il y a monsieur ici. Voilà. Tu pourrais, on voit. Ça y est, je prends ici. Hein. D'accord. Qui veut prendre la parole tout de suite? Vous allez sûrement avoir des choses à dire. Oui. Je n'ai pas dit, moi. Non. Pierre, tu peut-être faire une petite conclusion? Il y a une Voilà, il y question a une là. bonne femme là-bas. Ok. Il y a Mathieu. Ouais, alors, moi, Attends, non, non, Attends, c'est attends. prend le. On note les personnes qui Pour veulent le moment, il y en a 3. Voilà. Oui. Ok. Ah bon? C'est déjà vu alors. Mais là, il est peut-être sympathique. C'est pour ça. Bien. On a 5, on commence. Comme ça, après, on prend un deuxième round. Je crois que oui, vas-y. Allez. Oui, donc parmi les solutions que vous avez proposées, et que vous n'avez pas retenu tout à fait à la fin, c'était de dire, bon, il faut l'harmonisation fiscale. Tant qu'on n'a pas de cette harmonisation fiscale, il y aura toujours l'optimisation fiscale. Et est-ce que dans votre livre, vous avez fait des enquêtes dans les pays voisins qui il y aurait des mouvements qui pourraient renforcer cette pression parce que... Alors la réponse est non. Malheureusement, on s'est vraiment centré sur la France pour le livre. Ça reste à faire, hein, il faudrait aller voir un peu comment ça se passe ailleurs. Mais non, il n'y a pas de vérité. Peut-être que si la Grèce avait pu, si on avait laissé les mains libres à la Grèce, peut-être que le gouvernement de Tsipras aurait milité pour une harmonisation fiscale, j'imagine, au sein de l'Europe, mais malheureusement, on les a tellement matraqués, les pauvres, qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer là-dessus. Non, il n'y a pas de... Et on comprend pourquoi. C'est que la puissance des grands groupes du CAC 40 et autres, des multinationales, est tellement énorme et que malheureusement, les gouvernements aujourd'hui, les pouvoirs politiques, ont baissé les bras devant ces secteurs hyper puissants représentés notamment par les multinationales. C'est le drame. Ils sont fait élire pour ça. Et... Voilà, c'est le drame de nos sociétés, c'est que le pouvoir politique n'a plus la main sur... Voilà, maintenant c'est l'économie qui domine, et notamment ces grands groupes. Et donc ces grands groupes n'ont absolument pas intérêt à ce qu'il y ait une harmonisation fiscale, bien évidemment. Martine, tu veux intervenir? Juste une question qui est une fausse question. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'Union européenne est elle-même un instrument au service de l'évasion fiscale, puisque Juncker, qui est le président de la Commission européenne, a été Premier ministre du Luxembourg, qui connaît parfaitement les lois. Oui, ça a beaucoup choqué d'ailleurs, hein, au moment où il a été nommé, effectivement, le Luxembourg étant un paradis fiscal, et à l'époque où Juncker était Premier ministre, tout cela se faisait avec son assentiment. Alors lui, il a fait des grandes déclarations d'intention en prenant son poste, en disant qu'il allait moraliser la finance. On attend de voir, quoi. C'est pas vraiment... Alors, de là à dire que la Commission européenne facilite l'évasion fiscale, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas ne fait rien pour s'y opposer véritablement. Parce que, bon, avec la réserve que... je crois que c'est dans le dernier journal d'Attaque, il y a un article de Dominique Lyon qui explique que petit à petit, l'idée fait quand même son chemin sur la taxation des transactions financières. Ça serait effectivement une manière de réguler et de limiter la spéculation et l'évasion fiscale. Il y a cet article, c'est dans le dernier numéro du journal d'Attaque, je pense que tout le monde le reçoit, qui s'appelle la TTF, donc la taxation des transactions financières, entre avancées et renoncement. Et il semblerait que la Commission européenne, l'Union européenne, a dans ses tiroirs un projet et avance petit à petit vers l'idée d'aller vers cette taxation des transactions financières, qui permettrait effectivement de freiner, pas d'en finir avec la spéculation, mais au moins de la freiner, et en particulier de limiter l'évasion fiscale. Mais il faut voir si ça va se faire. En tout cas, l'opposition est très forte à tout ce qui peut se faire de ce point de vue-là, y compris le président de la Banque de France, le précédent, Christian Noyer, était très opposé à la taxation des transactions financières. Alors aujourd'hui, c'est Villeroy de Gallo, vous avez peut-être vu, c'est quelqu'un qui était secrétaire général adjoint à l'Élysée. Non, pardon, Villeroy de Gallo, il était directeur général délégué de la BNP Paribas,
et il vient de prendre la présidence de la Banque de France. Encore un exemple justement de cette consanguinité entre ce que tu soulignais, entre le public et le privé, qui est, à mes yeux, qui est vraiment un vrai scandale. C'est vraiment c'est Dominique qui vient dîner ce soir à la maison. C'est un petit monde, tout le monde se connaît, ils se connaissent tous, ils sont issus des mêmes grandes écoles, notamment du corps d'inspection des finances, et ça circule, et que je te vois dans un cabinet ministériel, et que je prends la direction d'une banque, et c'est les mêmes, ils se connaissent tous. Et donc, voilà, ça explique cette espèce d'opacité et de frein absolument énorme à toute tentative de réforme. Mathieu? Oui, alors moi, Oui. j'ai un ami de vie qui était très de Laetitia. Oui. Laetitia, c'était sérieux, il a tout perdu. Et puis, que pense-t-il des banques durables ou solidaires? Ah, les banques solidaires, c'est-à-dire les banques éthiques, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle les banques éthiques. Jusqu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la NEF, qui est un peu connue, en France, qui n'a pour le moment pas encore le droit d'avoir une activité de dépôt, mais qui pourrait l'avoir, et de crédit, qui pourrait l'avoir, en tout cas elle se bat depuis des années pour l'obtenir, d'avoir l'autorisation des autorités de régulation pour pouvoir devenir une vraie banque. En fait, pour le moment, c'est une banque de placement, mais qui a une activité effectivement dite éthique, puisque c'est des placements sur des activités ou des projets d'entreprise qui sont éthiquement durables, que ce soit le respect des normes de l'environnement, des normes sociales, etc. Donc il y a toute une activité, et effectivement, c'est une activité qui échappe actuellement au système bancaire tel que je l'ai décrit. Et il y a des gens. Alors l'intérêt, c'est d'avoir justement des activités de proximité. Par exemple, quand on habite dans une région de France, on peut placer son argent à la nef en sachant que cet argent va s'investir dans la petite entreprise ou la marque locale ou d'une activité qui soit durable, enfin dans l'économie durable ou solidaire, de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ce type d'activité, et il est tout à fait possible. Il y a, je crois, je ne sais pas combien de sociétaires à la nef, mais ça commence à prendre de l'importance. Avec justement des produits de placement qui rentrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Pour la banque coopérative, c'est autre chose, le crédit coopératif. Pierre, tu veux intervenir ou tu as Oui. Un petit rappel. Oui. Suite à l'effondrement des cours de 1929, l'administration Roosevelt, c'est-à-dire Roosevelt lui-même, instaure un acte qui s'appelle le Glass-Steagall Act, qui interdit aux banques de dépôt de spéculer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Elles ont l'autorisation à l'heure actuelle de le faire, elles le font de manière absolument surréaliste. Et bien pendant 50 ans, de 1929 à 1987, il n'y a pas un seul krach boursier, parce que les banques de dépôt, c'est-à-dire les banques qui disposent des plus grandes quantités de capitaux, ne spéculent pas, c'est interdit. Et à partir du début des années 80, c'est l'arrivée du néolibéralisme, avec Reagan aux États-Unis et Thatcher en Grande-Bretagne, et tout le reste du monde suit. C'est le néolibéralisme, nous n'intervenons plus, et c'est le privé qui fait la loi au niveau mondial, que ce soit les banques, et on n'a pas parlé des firmes, puisque on est dans le domaine bancaire, mais c'est exactement le même problème au niveau bancaire. Les maîtres du monde, c'est une oligarchie privée, et on ne peut pas intervenir dans ce qu'ils font. Donc le problème est politique, le problème c'est la prise de pouvoir mondial par cette oligarchie privée qui applique le néolibéralisme. Voilà, j'ai terminé. Exactement. Allez-y, Madame Rosé. Une question par rapport à ce que vous avez dit avant. Pour les banques éthiques, vous avez parlé de la NEF, et qu'en est-il du crédit coopératif? Alors justement, oui, je crois que c'est pas tout à fait pareil. Je ne connais pas très bien, hein, mais je crois que le crédit coopératif est une banque comme une autre. Mais bon, c'est vrai que dans leur... Ils ont... Les personnes qui ont des comptes au crédit coopératif sont sociétaires, donc c'est une mutuelle, hein, ça forme. Mais je crois que dans les activités du crédit coopératif, ils financent aussi, c'est la banque de l'économie
commencer Oui, simplement moi, en je disant connais pas très bien, que les clients de la nef ont des comptes au crédit La nef, coopératif. oui. Parce que la nef n'a pas le droit de faire ni de chéquier, ni tenir toutes les activités de banque. Bon, voilà un peu, pour l'instant, les activités de la nef dépendent du crédit coopératif. Et mon opinion aussi, en 2 mots, c'est que les banques mutualistes et coopératives, ces dernières années, sont en train de s'aligner systématiquement sur les modes de gestion privés. Que ce soit le crédit mutuel ou le crédit agricole qui, lui, a déjà, il est coté en bourse et tout ça, alors qu'au départ, c'était crédit coopératif. Le crédit dont on parle, tout ce qui était mutuel, banque mutuelle ou banque coopérative, sont en train soit de fusionner, mais en tout état de cause d'utiliser les modes de gestion, parce que toutes les banques maintenant utilisent les mêmes logiciels de fonctionnement pour regarder la rentabilité des gens, pour regarder la rentabilité par agence, pour regarder la rentabilité par... et tout ça est voulu par Bercy, de façon à voir comment les choses évoluent. Et j'ai dit au départ qu'on cherchait à créer de grands monstres qui s'imposent au niveau mondial, au niveau de l'économie bancaire mondiale. Il y a des gens qui voulaient aussi intervenir sur ça. Vas-y, vous deux. Moi, pour l'anecdote, je me suis dit, il faut que tu mettes en accord tes actes et ce que tu penses. Alors cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, j'ai commencé à chercher la nef, justement, et qui a renvoyé sur le crédit coopératif. Alors j'ai appelé le crédit coopératif, ils m'ont dit qu'ils étaient hébergeurs de la nef, parce que la nef n'avait pas le droit d'ouvrir des comptes courants, ce que vous venez de dire. Mais alors, scoop, dans un an et demi, la nef va vivre de ses propres... Enfin, il y a un projet pour que la nef s'autonomise par rapport au crédit coopératif. Et la dame qui m'a renseigné m'a dit, et là, pour les sociétaires, il va falloir choisir. Il va falloir que vous choisissiez entre la nef ou le crédit coopératif. Voilà. Je tiens cette information de cet après-midi. Oui, non, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui Oui, peut moi je suis à la compléter. nef depuis 10 ans et en Ah. fait, donc ça va être une banque en 2017 a priori. On ne sait pas quand la date exactement. Et par contre, si vous adressez à la nef directement, vous avez 80% de votre argent sur votre compte bancaire qui est réservé à la nef et 20% pour le crédit coopératif. Mais ça s'appelle nef crédit coopératif. Et vous avez bien un chéquier, il y a marqué nef crédit coopératif. D'accord. Mais qui est géré au crédit coopératif. Voilà, obligatoirement qui est géré par le crédit coopératif. Puisque Et à l'horizon 2017, ce sera la nef pourra avoir... Alors, on en parle depuis Bah oui, longtemps, c'est là, voilà, c'est et là. après, oui, ça se dirige vers 2017 avec toute possibilité des banques. Ce qui est bizarre, si je peux me permettre, c'est que la nef est créée à Lyon, dans la région de Lyon. Et quand on discute avec ses responsables, parce qu'il nous arrive de rencontrer leurs responsables pour discuter, vous savez qu'Attac est un partisan, à mon avis, aveugle de la nef. Quand on discute avec les responsables de la nef, en leur disant, mais vous avez des moyens maintenant, vous avez beaucoup on fait beaucoup de publicité pour vous, vous avez beaucoup de clients, etc. Qu'est-ce qui vous empêche de créer un bureau à Paris, de façon à ce que la population parisienne, nous-mêmes, on puisse aller ouvrir notre compte. Pardon ? Moi, je suis allé il y a 5 ans. Si, il y a un bureau à Paris maintenant. toujours. Oui, oui. Mais c'est pas beaucoup la nef, c'est 35 000 sociétaires. Ouais. Il y a un 35 000, bureau à Paris. Je crois qu'ils sont hébergés dans les locaux de la Confédération Générale des SCOP. Ouais. Ils ont un bureau à Paris. Oui. Permanent. Mais Oui, permanent. Pourquoi ils n'auraient pas leur agence? Peu importe, ça c'est un débat. Non, ils n'ont pas d'agence. Ils ont des représentants dans tous les départements en France. Voilà, c'est des sociétaires. Il y a des salariés quand même. Il y a des salariés. Il y a une quarantaine de salariés. Je crois, Michel, tu voulais intervenir. Oui, j'ai cru à plusieurs reprises dans votre présent exposé que vous alliez prononcer un mot, Alors, lequel? le mot corruption. Ah oui. Alors, je me suis demandé si vous ne le prononciez pas pour éviter. Ah non. J'ai parlé de banquier voyou. Non, mais la corruption. Bien sûr. Non, mais quand on parle de fraude, frauduleux, abus, tout ce qu'on veut, bien sûr.
dans ces mélanges des genres entre banquiers, et fonctionnaires et politiques, parfois on est vraiment à la limite de la corruption. Alors c'est pas forcément de la corruption en sonnante et trébuchante, mais c'est de la corruption à un autre niveau. Et malheureusement, c'est ça, tous ces délits d'initiés, tous ces... Quand je parlais tout à l'heure de l'exemple du scandale de la BNP qui a fait des opérations frauduleuses sur des pays, avec des pays qui étaient sous embargo des États-Unis, notamment avec le Soudan, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 principaux dirigeants de la BNP, au moment où l'affaire a fait scandale et est sortie dans la presse, ils ont revendu leurs actions qu'ils détenaient à titre personnel. Ils avaient 300 000 actions entre les 4 principaux dirigeants, ils les ont vendues. Parce qu'ils ont eu peur que le cours s'effondre. En fait, le cours ne s'est pas effondré. Parce que la BNP a bien géré l'affaire et tout de suite, ils ont dit on va payer. Et ça avait intérêt, parce que sinon, ils risquaient effectivement, ils ne voulaient pas les procès. Mais ils ont vendu leurs actions. Et ça, on ne le sait pas. On a vu un an circuler dans le monde. C'est pas beaucoup. Ça c'est pas beaucoup su, ça. Et ça veut dire qu'il y a aussi des comportements individuels des dirigeants bancaires qui participent de ce système en plein, je veux dire, parce que c'est quand même, c'était pas illégal bien sûr, mais c'est du délit initié aussi quand même, parce que à la fois ils avaient fraudé, ils étaient responsables d'une énorme fraude aux États-Unis, et en même temps ils vendent leurs propres actions pour éviter d'être pénalisés à titre personnel. C'est quand même incroyable, je veux dire. Ils sont doublement responsables et ils s'exonèrent de cette manière. Donc oui, c'est vraiment de la corruption, on peut dire le mot, moi je ne l'ai pas prononcé, mais oui, on pourrait le dire dans de tas d'affaires similaires. On peut prendre encore quelques questions? Oui. Oui, je vais réagir là-dessus, mais ma vraie question, c'est j'avais lu un article comme quoi une loi était passée, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, comme quoi la prochaine fois que les banques s'effondreraient, ce serait les créanciers qui devraient payer, renflouer la banque. J'ai vu ça dans l'alternative économique. C'est ce qui s'est passé à Chypre, oui, c'est ça? À Chypre. Enfin, oui, non, mais les créanciers, alors il y avait à partir de 100 000 euros. Oui, c'est ça. Et qu'en est-il? Oui. Enfin, c'est pas les créanciers, c'est les actionnaires, en l'occurrence. Les créanciers. Ah oui, ça m'étonne un peu parce que ce qui s'est passé à Chypre. Les déposants de plus de 100 000 euros. Les déposants, voilà, c'est ça, les déposants. 100 000 euros. Voilà. C'est ce qui s'est passé à Chypre. Hein, vous vous souvenez peut-être quand il y a eu un effondrement bancaire à Chypre, notamment, je crois, de banques qui étaient liées au système bancaire russe, en grande partie. Et donc, alors je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais on a effectivement beaucoup parlé du fait que c'était les gros déposants qui allaient renflouer la banque. Et on avait même parlé des déposants individuels, des ménages. Et puis là, il y a eu une levée de bouclier, et donc finalement, je crois qu'on n'est pas allé jusque-là. Mais il me semble qu'il y a eu effectivement au-delà d'une certaine somme de dépôts, donc les gros déposants ont été mis à contribution pour renflouer la banque. Mais je crois que ça s'est passé, voilà. J'en ai pas du tout entendu parler. Voilà, mais alors c'est effectivement quelque chose qui pourrait advenir au cas où une grande banque s'effondre ou par exemple, imaginons un krach bancaire en Europe, par exemple, ou encore que maintenant c'est mondial, hein, donc s'il y a un krach aux États-Unis, immédiatement ça arrive en Europe et vice-versa. Hein. Mais on pourrait imaginer que les contribuables ou les déposants soient mis à contribution. Parce que les États ne seront pas forcément en mesure de recapitaliser. Ça s'est fait en 2008, mais ça s'est fait avec l'aide des banques centrales, etc. Donc c'est pas évident non plus. Hein. Un krach important, très très important, financier. Peut-être qu'effectivement les déposants seraient appelés à renflouer le système bancaire. C'est pas impossible. On en parle depuis quelques temps. Non, je ne crois pas que c'est une mesure qui a été gravée dans le marbre, mais en tout cas on en parle comme d'une mesure possible pour renflouer le système bancaire. Moi j'ai deux questions qui bouclent entre elles. C'est la complicité, enfin je veux dire les liens entre les groupes de presse et les banques qui font que l'information est complètement capturée par les banques. J'en prends pour exemple notamment le journal Le Monde et ses gros titres, et qui fait une pub incroyable pour Macron, et le lien entre Macron et les banques. Moi, c'est deux questions, enfin, c'est pas une affirmation, enfin, le lien entre les médias et les banques, je les connais comme ça, parce que je relève les gros titres du Monde et je suis de plus en plus éclairée, mais je ne le lis plus, hein, pour vous
ne dit pas jusqu'où ira Macron. C'est vrai. Bah oui, malheureusement, c'est une réalité, c'est que les groupes, les banques investissent dans la presse de plus en plus, et on voit effectivement, pour le moment, c'est le cas. C'est le cas, et c'est terrible parce que Patrick Drahi, qui n'est pas de l'univers bancaire directement, mais qui est une grosse fortune, qui investit dans les groupes de presse, et c'est vrai que c'est à la fois ces gros groupes financiers ou industriels qui investissent massivement dans la presse, et qui font des paris sur l'avenir. Il est évident que Macron est un présidentiable dans l'esprit de pas mal de dirigeants industriels ou financiers. Il paraît, d'après dans les milieux journalistiques, on dit qu'il y a une rivalité entre Valls et Macron, parce que les deux ont des dents qui rayent le plancher, et ils voudraient bien, pas forcément pour 2017, hein, c'est que ça se joue sur 2022, 2027, ils sont jeunes ceux-là encore. Hein. Donc voilà, alors bon, c'est pareil, c'est ce qui s'est passé à un petit niveau, parce qu'à mon avis, lui, je ne sais pas s'il aura un avenir politique réel, mais avec Tapi qui a acheté le groupe La Provence. Moi je viens de la région PACA, et tous les jours, la Provence, Nice Matin, Torse Matin, tout ça c'est le groupe, c'est Tapi maintenant. Alors Tapi c'est un petit pied à côté des autres, mais bon, voilà, il y a des intérêts effectivement à contrôler la presse pour pouvoir acheter les politiques. Enfin, c'est une façon de dire un peu raccourcie, mais c'est ça, faire des paris sur les futurs présidents ou les futurs ministrables, c'est terrible, hein, c'est scandaleux, bien sûr, ça devrait être interdit d'ailleurs. C'est vraiment, il n'y a plus beaucoup de journaux qui résistent, hein, à part le monde diplomatique, politique, et ils sont en difficulté ceux qui résistent, malheureusement. Donc c'est ça. Attendez, d'abord, il y a quelqu'un qui a demandé, puis ensuite, oui. J'avais deux questions. La première question, c'est, parce que vous avez souligné que les hommes politiques avaient une impuissance à réformer le système bancaire. On peut penser à Hollande, qui avait dit mon adversaire, c'est la finance. Finalement, il y a des politiques, on a l'impression. Et il y a aussi Obama qui avait promis je ne sais combien de réformes bancaires, qui apparemment s'était opposé à Wall Street et a perdu. Il n'y a pas de réformes qui ont été engagées. Vous avez expliqué que les hommes politiques étaient devenus impuissants, qu'aujourd'hui le pouvoir était plus aux hommes politiques. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit aussi que ce soit ça, parce que quand on lit par exemple les économistes atterrés, on voit qu'il y aurait plein de solutions qui seraient possibles pour justement augmenter la puissance de l'État dans l'économie. Ma question c'est plutôt pourquoi ces hommes politiques se couchent-ils et quels sont les ressorts concrets qui permettent aux banques de s'imposer politiquement et de finalement gagner le combat, voire de gagner avant même qu'il y ait un combat dans le cas de Hollande. C'est ce que votre voisin a dit, je ne vais pas prendre exactement ses propos, mais c'est un système, c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'à partir des années 80, effectivement, les années Reagan-Thatcher, les politiques ont abandonné complètement au privé et au groupe industriel et à l'économie. On lâchait complètement, en ouvrant totalement, en libéralisant entièrement, notamment le système financier. On voit bien que ça marche. Ils ont perdu complètement leur pouvoir. On voit bien que ça marche pas, c'est-à-dire qu'on voit depuis 30 ans qu'on n'a pas des ça marche pour une minorité. Ça marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour... Pourquoi est-ce que quand on élit des gens qui sont supposés faire l'inverse, ils ne font pas l'inverse? Mais c'est une histoire, enfin je veux dire, tout ça, ça vient pas d'hier. Hein. En gros, c'est les années 80-90, donc ça fait déjà 30, 40, 50 ans. Donc ce système néolibéral s'est imposé sur le plan idéologique, et la démission des politiques, ils ont effectivement baissé les bras, mais c'est volontaire. Ils ont adhéré massivement à cette idéologie néolibérale qui impose surtout aucune contrainte, c'est la libre circulation des capitaux. C'est un idéologique surtout, il n'y aurait pas de relais. Essentiellement idéologique, je dirais, politique idéologique, essentiellement. Donc ça représente sur les relais du pouvoir, quels sont les relais du pouvoir concret des banques sur le domaine politique? Les relais du pouvoir politique sur les banques? Non, le contraire. Le contraire. Voilà, comment est-ce que les banques font pour imposer leur volonté? C'est de l'activité de lobbying, c'est ce qu'on appelle le lobbying. Et puis, de toute façon, comme elles sont dans le sens de l'histoire du néolibéralisme, elles n'ont pas de mal, hein. C'est les politiques qui ont lâché. C'est eux qui ont lâché, qui se sont couchés. Et elles utilisent le pouvoir qui leur est donné. On leur a donné le pouvoir. Et même les banques
centrale qui devrait être en principe une autorité qui garde la main sur notamment la création monétaire ou d'autres aspects de la finance, elles ont lâché. Les banques centrales aujourd'hui ne peuvent prêter qu'aux banques, elles ne peuvent même pas prêter aux États. C'est fou de penser ça. Moi, c'est en Europe. En Europe, c'est comme ça. Oui, c'est pas le cas en Angleterre. Ah, si, en Angleterre, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la plupart des pays, en tout cas européens, c'est comme ça. Les banques centrales, la Banque centrale européenne, la BCE ne prête qu'aux banques. Qui en profitent, je peux vous dire. Qui en profitent parce qu'elles prêtent à des taux très faibles et les banques reprêtent derrière à des taux beaucoup plus confortables. C'est l'exemple de l'Allemagne. Donc c'est absolument incroyable. Elles ont une liberté de manœuvre totale. Rien ne les contraint. Marie-Claude? Oui, c'était un peu dans la continuité de ce qui était dit là tout à l'heure, de s'inquiéter de ce pouvoir des banques. Il y a un autre pouvoir là, qui devient encore plus anonyme, parce qu'on ne le capte pas, c'est les fameuses banques en ligne. Il y a une prolifération de banques, de propositions. Mettez votre argent, on s'en occupe, et vous le prenez quand vous voulez, vous le gérez quand vous voulez. Ça, c'est vraiment l'ennemi invisible. Je pense que peut-être on n'a pas... Les banques en ligne sont souvent des filiales de fonds bancaires déjà existants. Et puis sinon, ce sont des entités qui ont exactement les mêmes activités que les... Et en plus, elles sont encore plus gagnantes parce qu'elles ont moins de frais de fonctionnement. Parce qu'elles n'ont pas d'agence, pas de conseiller bancaire, pas de... Donc elles ont supprimé... C'est la robotisation totale. Je veux dire, c'est comme l'industrie qui disparaît. Les usines qui disparaissent au profit des services. L'activité des banques en ligne, c'est tout bénef, parce que voilà, mais sinon elles ont les mêmes activités, exactement les mêmes activités d'investissement et de spéculation que les autres. Vous voulez dire qu'il y a des statuts derrière, comme ceux qui sont inabordables dans les grandes banques physiques? Comment ça? Ils sont rattachés quand même à du droit, ils sont rattachés à... Oui, ah oui, elles sont autorisées. Elles ne sont pas rattachées à des banques. La plupart d'entre elles, à 90%, elles relèvent des banques. Des grandes banques, des fameuses 4 ou 5. C'est souvent des banques qui ont créé aussi des banques en ligne. Mais sinon, elles ne peuvent pas exercer comme ça. Je veux dire, non, il y a quand même une autorisation qui sont données par les autorités de régulation européennes ou... enfin, ça dépend. Mais ici, en France, la principale autorité de régulation, c'est la Banque de France, qui a été... dont M. Villeroy de Gallo vient de prendre la présidence. Qui était auparavant à la BNP. Tout ce petit monde, voilà, c'est toujours encore une démonstration, il y en a d'autres. Alors l'autre information, j'en profite pour donner une information. Dans le cadre de Ciné-Attaque, notre prochaine séance du 8 février sera avec le film Inside Job. Excusez mon accent. C'est donc ce documentaire américain qui est très très important, fait par un Américain et qui était un ancien aussi... quelqu'un qui a profité de la bulle, justement, Internet, qui a profité largement, qui d'un seul coup a dû avoir des remords de conscience. Le documentaire est très intéressant. Je les invite tous le 8 février, et comme animateur du débat, ce sera justement Dominique Fillon. Dominique Fillon? Oui, d'accord. Il y a une liste là-bas pour les gens qui ne sont pas d'Attaque Paris 14, ils peuvent s'inscrire, on leur enverra la publicité là-dessus. Michel, tu voulais intervenir, puis le monsieur? Je ne sais pas si... Allez-y. Si moi je fais une banque, comment Oui. je pose cette question. Il faudra que vous ayez l'autorisation, c'est pas simple. À mon avis, on exigera quand même quelques garanties, mais il faudra que vous ayez l'autorisation de... Alors pour la France, c'est via l'ARF, l'autorité des marchés... Non, ça c'est l'ARF. Non, l'association... Non, j'ai oublié le nom. C'est l'autorité de régulation française. C'est pas la Banque de France, c'est la... Non, ça c'est les marchés financiers. L'autorité des marchés financiers. Enfin, peu importe. Toujours est-il qu'il faudra que vous ayez l'autorisation. Et puis, mon ami Bercy vous dira, il ira se renseigner dans ce plus près. Et il y a un minimum de capital exigé au départ. Oui, évidemment. Tu permets, allez-y, monsieur. Allez-y. Je ne suis pas du 14e, je suis du 12e. Non, mais vous êtes bienvenue, au contraire. Je suis venu à cette réunion parce que j'étais intéressé par la question. On a acquis d'ailleurs le Parlement. C'était des problèmes complexes.
question, alors peut-être vous le traitez Un dans le plus livre, fort pour mais les autres. comme je ne l'ai pas encore lu, Oui. je voudrais savoir si vous avez, parce que là on a affaire quand même à une puissance Oui. vraiment... C'est du sérieux, c'est du lourd comme on dit. Alors à supposer que, par exemple en France, Oui. on arrive à accéder au pouvoir, avoir accédé au pouvoir une majorité qui va un petit peu changer les choses. Et vraisemblablement, dans les secondes qui suivent, il se passera ce qui s'est passé en 1924 avec le fameux beurre d'argent, en 1936 avec toutes les spéculations qui ont donné lieu peu après une dévaluation du franc et puis finalement à ce que, entre autres, le franc populaire chute, ou aux multiples manipulations après-guerre pour essayer de récupérer un petit peu ce que le Conseil national de la résistance avait réussi à imposer, etc. Alors, ma question c'est, est-ce que vous abordez ça dans le livre? Que peuvent faire les banques, en fait, pour s'opposer et saboter un gouvernement qui aurait envie de changer les choses? Et est-ce qu'on s'y prépare à ça? Est-ce qu'il y a des études, des recherches qui tendraient donc à armer les forces populaires, on va dire ça comme ça, pour s'opposer et maîtriser un petit peu ces manœuvres? Parce que inévitablement, on va y être confronté. Alors ça sera non seulement maintenant les banques nationales, mais en plus la BCE, qui fera, on a bien vu d'ailleurs pour ce qui s'est passé pour la Grèce. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des manœuvres de ce type-là. Est-ce que vous abordez le sujet et est-ce qu'on s'y prépare? Pas directement dans le livre. On n'aborde pas directement, mais on a beaucoup discuté autour de l'affaire de la Grèce, évidemment. Et donc vous avez vu que la fameuse Troïka, donc FMI, Commission européenne, BCE, a bloqué le système bancaire. Tout simplement. Ils ont fermé les banques, ils ont empêché les banques, ils ont refusé d'envoyer des liquidités, et donc les banques ont dû fermer. Elles n'étaient plus en mesure de fournir les retraits des usagers, enfin des clients. Donc ils peuvent parfaitement bloquer. C'est un acteur extrêmement puissant, ils peuvent bloquer complètement. Alors, bon, ça va ce débat, mais on a beaucoup discuté. Encore récemment, samedi dernier, il y avait une réunion sur que faire pour lutter contre l'austérité en Europe. Je ne sais plus si c'était exactement le titre. Samedi dernier, ça avait lieu dans le 2e arrondissement, j'y étais. C'est la fameuse question de sortir de l'euro. Mais oui. Si on sort du système monétaire européen, effectivement, il y a peut-être une possibilité. C'est le fameux plan B pour la Grèce ou la sortie de l'euro. Bon, sur le coup, à Attaque, on était très divisés sur cette question et il y a beaucoup de gens qui considéraient, les économistes d'Attaque comme Dominique Pillon, Thomas Coutreau et d'autres, n'étaient pas pour la sortie de l'euro. Mais aujourd'hui, je dois dire que c'est quand même, ça fait son chemin dans l'opinion, parce qu'on se rend compte que tant qu'on est prisonnier du système monétaire, on ne peut pas faire grand-chose, on a vraiment les mains liées. Donc effectivement, c'est une question à se poser. C'est une question à se poser parce que créer une monnaie, revenir vers une monnaie nationale, pourquoi pas. Travailler avec des monnaies complémentaires, tout ça c'est un débat qui est très intéressant. Il faudrait revenir dans une autre séance peut-être avec des gens qui travaillent sur ces questions, mais c'est travailler sur les alternatives justement. Quelle alternative au système bancaire actuel? Est-ce que la sortie de l'euro c'est vraiment un passage obligé? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un État d'Europe... alors il y en a les plus pessimistes disent de toute façon ça va exploser. On ne tiendra pas. L'euro va se casser la gueule parce que tôt ou tard c'est plus possible cette spéculation tellement effrénée. Le système est tellement fragile qu'il va s'effondrer. Bon, ça c'est la théorie de la catastrophe. C'est possible, j'en sais rien. Mais bon, c'est vraiment une question fondamentale, c'est vrai. Et elle s'est posée pour la Grèce. Mais malheureusement, les Tsipras a imaginé qu'il allait pouvoir peut-être changer l'Europe. Il a cru qu'il allait pouvoir continuer avec le système européen tel qu'il est aujourd'hui. Or, c'était une erreur, à mon avis. Il aurait fallu dès le départ se dire que de toute façon, c'était une illusion et qu'il fallait réfléchir à faire autrement. Mais bon,
malheureusement, on n'est pas là pour dire ils ont fait des conneries, on n'est pas des donneurs de leçons, mais c'est vrai que ça pose plein de questions. Hein. Parce que voir maintenant dans quel état ils sont en train d'appliquer des mesures d'austérité terribles, draconiennes. Après, c'est pas se coucher aussi. Hein. Ah oui, oui. Pierre, tu viens Il y avait cette Monsieur, pardon. Monsieur, non, je me... Allez-y. Intervenir aussi. Oui. Allez-y. Oui. Je voulais pas parler de... Non, allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? On revient à vous? Oui, on revient. Allez, Pierre, à toi, ensuite on revient. Je ne suis pas Pierre, mais c'est pas grave. Pardon. Tout à l'heure, vous évoquiez que la TTF était dans les tiroirs. De l'Europe. Ouais. La Commission européenne. C'est ça. Et moi, je me dis, dans ce continent qui est majoritairement conservateur, pourquoi ils se taxeraient eux-mêmes? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ouais. C'est ça aussi, c'est que c'est une situation paradoxale, c'est que les États aujourd'hui ont besoin d'argent. Et l'Europe a besoin d'argent. Notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Ces fameuses sommes très importantes qu'il va falloir trouver, c'est les engagements de la COP21. Alors on peut dire qu'ils ne vont pas respecter leurs engagements, ça peut arriver encore, mais si vraiment il va falloir trouver de l'argent pour aider les pays du Sud à investir pour passer vers des énergies soutenables. Et donc, il y a besoin d'argent au niveau mondial. Les États sont pauvres, les États sont appauvris. Hein. Oui, les États sont endettés, sont appauvris. C'est le projet, ça. Et donc, la TTF peut apporter de l'argent, c'est sûr. Et on ne voit pas trop où ils vont en trouver d'autres. Hein. S'ils ne vont pas le chercher sur la finance. Non, c'est vrai que... Chez les pauvres. Ouais, mais les pauvres, ils sont de plus en plus pauvres. Non, c'est une explication. C'est celle que donne Dominique Fillon. Avant de venir, j'ai relu ce petit article que vous avez dû avoir parce qu'il est dans le dernier numéro de... Quand vous ne lisez pas le journal, le journal d'attaque, dont je suis rédactrice, je l'ai entre autres. Je l'ai quelque part. Voilà. Ils disent très exactement. Voilà. D'après le projet, donc le projet de l'Europe tel qu'il est actuellement, c'est un projet qui est plus ambitieux que le projet français, qui en plus a été enterré 36 fois. C'est une TTF qui taxerait l'ensemble des transactions financières, y compris les produits dérivés. Les taux proposés, c'est 0,1% sur les instruments financiers et 0,01% sur les produits dérivés. Ils sont assez élevés pour freiner la spéculation quand même. Et le mode de la prélèvement de la TTF est défini de manière à limiter l'évasion fiscale. Une action émise dans un des pays de la zone TTF sera taxée même si elle est échangée à Hong Kong. Vous voyez? Donc ça permet de limiter aussi l'évasion fiscale. Et pour les recettes, c'est pour ça que c'est intéressant comme source de financement complémentaire, c'est que 50% des recettes pourraient être utilisées pour engager la transition sociale et écologique en Europe, et les autres 50% pour l'aide au développement des pays pauvres, l'adaptation pour la lutte contre le changement climatique dans les pays du Sud. Donc c'est ça qui a été réfléchi au niveau européen. Alors est-ce que ça va passer ou ça ne va pas passer? Ça c'est encore une autre question. Mais pour le moment, on en est effectivement à réfléchir à adopter cette... donc c'est qu'il y a quand même un intérêt. Mais on peut savoir que... Non, il n'est pas vieux. Ça fait longtemps qu'on l'entend. Non, il n'est pas si vieux que ça. Ah bon? Mais non, il n'est pas si vieux. C'est-à-dire au départ, la taxation des transactions financières était pour les pays en développement. Au départ, c'était totalement orienté vers l'aide au développement. Et puis petit à petit, ça a dérapé. On cherche d'autres utilisations, d'abord au profit de l'Europe et des pays développés, là, des secteurs où il y a des difficultés. Puis maintenant, je crois que c'est une opportunité historique que cette histoire du changement climatique pour retrouver des ressources pour financer des engagements. L'idée fait son chemin petit à petit. On finira par y arriver, je pense. On finira par y arriver parce qu'il y a besoin, et notamment la crise climatique joue le rôle d'accélérateur dans cette affaire. C'est bien possible. Vous avez maintenant votre question? Alors, c'était quoi la question? Les problèmes de climat ou les problèmes bancaires, oui. La solution, en fait, j'ai l'impression que tout le monde regarde vers la société civile dans l'espoir que
Il y a une espèce de miracle où tout le monde se lève. Malheureusement, on ne peut pas. On est bien obligé de regarder vers la société civile. Parce qu'elle n'a pas été introduite. Et il dit que tout le monde regarde vers la société civile pour essayer de trouver des solutions, c'est ça, hein? Oui. Et se mobiliser. Mais malheureusement, je ne vois pas trop qui pourra le faire d'autre, parce que si on doit compter sur les partis politiques, malheureusement, bon, à part des partis très minoritaires, hein, et heureusement quand même il y en a, mais sinon, non, c'est heureusement, je veux dire, un livre comme celui-ci contribue un peu à ça, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient déjà au courant, s'informer. La réunion de ce soir a fait son but, hein, c'est qu'on ait conscience que cette puissance des banques est totalement malsaine et pas du tout dans l'intérêt des citoyens. Donc voilà, petit à petit, c'est quand même. Et le succès du livre montre, pour moi, c'est un encouragement, montre qu'il y a quand même que les gens sont pas si cons, je veux dire, les gens, il y a un intérêt et que voilà, et qu'on prend conscience que cette crise de 2008 notamment a fait tellement de mal, tellement de dégâts dans le chômage. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on évite, dans les discours politiques, on évite de relier les choses entre elles, mais malheureusement, c'est bien ça, c'est tout à fait global, hein, cette affaire. La finance est directement responsable du chômage, de l'augmentation du chômage, du fait que les jeunes ne trouvent pas d'emploi, etc. C'est quand même c'est une vraie responsabilité, et donc il faut le montrer du doigt. Le livre y participe et j'espère que voilà. Mais regardez ce qui se passe ailleurs, ça a quand même des motifs d'encouragement. En Espagne, au Portugal, les gens se sont quand même levés assez massivement pour protester, pour s'organiser autrement. Voilà. Bon, c'est difficile, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent, donc mais voilà. Oui. Alors, allez-y, une dernière ou deux dernières questions. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dehors du livre à quoi servent les économistes qui disent tous la même chose pour protester contre le fait que la ministre des universités avait cédé aux pressions de M. Tirole, donc qui avait dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une nouvelle forme d'enseignement dans les universités et qui avait supprimé la section d'enseignement hétérodoxe, disons, pour la vie. Et là aussi, c'est comme les médias, à l'université, c'est quand même invraisemblable qu'un ministre ait pris sur elle de supprimer un projet de section universitaire qui était la seule qui enseignait une autre voie possible que le mainstream et ce que nous dessert Brice Couturier. Moi, j'ai un ami qui écrit régulièrement au directeur de France Culture pour demander que Brice Couturier s'en aille. C'est quand même, je trouve que là, on devrait avoir des moyens de pression sur les responsables, enfin, en dehors des évidemment, si c'est un TAC qui écrit, à mon avis, ça n'aura pas une influence énorme. Mais bon, malheureusement. Et en plus, il a eu le prix Nobel. Ce qui ne prend pas cette surprise. Parce que c'est un économiste totalement orthodoxe. Ça, c'est déjà catastrophique. C'est catastrophique. Le premier scandale. Mais en plus, que à la radio, des animateurs d'émissions servent régulièrement la soupe au mainstream des économistes, c'est quand même une des choses aussi. Ça fait on entend Dominique Lyon de temps en temps sur France Culture. Aussi, enfin, c'est un des rares. Il y avait Bernard Maris avant. On devrait arrêter de Couturier de sévir quand même. Il y en a eu, malheureusement. Il y a des affrontements très durs dans la. Ça, vous pouvez peut-être me confirmer, mais chez les économistes, les chercheurs et les enseignants d'économie, il y a entre justement les orthodoxes et ceux qu'on appelle les hétérodoxes, les atterrés, etc., il y a des bagarres terribles, parce qu'il y a le débat, au moins il y a le débat. Mais c'est vrai que les hétérodoxes sont minoritaires, et notamment, ce qui est très important, ils se battent beaucoup, Dominique Lyon nous a raconté ça il y a pas longtemps, au niveau des recrutements des jeunes chercheurs, pour essayer de faire en sorte que dans les universités arrivent des économistes qui soient sciences humaines, qui aient une formation véritablement sciences humaines et pas uniquement mathématicienne, comme c'est de plus en plus la tendance. Et donc c'est très très difficile, c'est une vraie bagarre. Dans les milieux académiques et universitaires, dont fait partie Dominique par exemple, c'est une vraie bagarre ça pour eux. Ils se battent vraiment, ils ont des associations comme l'association des économistes de l'économie politique,
faire en sorte que ce ne soit pas toujours la pensée dominante économique, la pensée unique qui soit représentée dans l'université. Et c'est une bagarre, hein. C'est une bagarre. Bien, je crois qu'on va continuer. Pierre, tu veux dire quelque chose ou ça va? Est-ce que, si je peux me permettre de poser une question, est-ce qu'on pourrait envisager de faire une autre conférence au cours du deuxième semestre sur les monnaies alternatives? Pourquoi est-ce que ça ne donne pas lieu à la constitution de banques locales et de micro-banques ou des choses de ce genre? On peut peut-être faire venir un intervenant sur ce thème-là si ça peut vous intéresser. Dans les monnaies complémentaires, il y a des gens qui sont assez compétents, hein, qui peuvent intervenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez d'autres sujets? Parce qu'il faudrait aussi que... circuler une feuille à ce propos, il a dit justement pour demander aux personnes qui sont ici présentes s'il y a des sujets qui les intéressent, qu'ils aimeraient voir traités par attaque. Oui, parce qu'on voudrait que ce soit interactif, les rencontres de ce genre, surtout pour ceux qui ne sont pas dans l'attaque et qui sont bien sûr les bienvenus dans des conférences de ce genre pour s'informer et alimenter le débat. En tout cas, nous, on est à votre disposition. Et puis, on a la chance de rencontrer Dominique Lyon, qui est un des grands penseurs économistes à attaque, au cours de Ciné Attaque en début février. Il faut en parler avec lui, oui. Et à ce moment-là aussi, on peut peut-être l'interpeller pour savoir... lui parler de cette conférence et voir si... Vous pouvez faire venir quelqu'un de la nef, Dominique, il a les contacts. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Sinon, il y a donc une liste qui circule pour ceux qui veulent laisser leurs coordonnées. On vous remercie infiniment de votre présence. Ça a été très intéressant. Et à nous revoir bientôt, j'espère. Comme vous l'hiver. Merci beaucoup. Hein. Bien, merci à vous. Très intéressant. Mais une méthode d'école pour le faire. Moi, je sais pas si j'ai essayé de prendre un résultat, ouais, mais j'ai raté le début en fait. Ah bon, d'accord. Non, non, si, on le fait. Non, moi, mais normalement, même, on aurait pu filmer. Parce que on touche vraiment du monde dans le temps.